Merci. Alors maintenant, un autre cas clinique également de troubles du neurodéveloppement par Marie Viorin et qui va nous présenter donc une observation où on a plusieurs... Voilà, du coup, on parlait du devenir tout à l'heure. Ouais, plusieurs étapes dans le temps. Donc moi, je vais parler d'Axel. Moi, je l'ai rencontré adolescent à l'âge de 15 ans, mais ce que je vais présenter, en fait, c'est le parcours évolutif, développemental de ce jeune homme qui était venu pour la première fois dans le service au même âge à peu près que la petite fille que tu nous as présentée, 6 ans et demi, 7 ans. Il était adressé initialement par son école, il était en fin de CP. La maternelle s'était assez bien passée, il était plutôt décrit comme tolérable par les institutrices de l'époque, et en CP c'est devenu beaucoup plus compliqué, avec une grande difficulté à rentrer dans les apprentissages, et surtout sur le plan comportemental, des difficultés d'attention et une agitation, une grande instabilité psychomotrice. Quand les parents étaient venus, donc le médecin qui les avait accueillis n'avait pas recueilli de difficultés particulières dans les antécédents familiaux pendant la grossesse, à l'accouchement. En revanche, dans la petite enfance, des infections ORL à répétition, avec un retard de langage, puisque à 3 ans et demi, il n'avait pas encore de mots distincts. Et il y avait eu l'audiogramme de l'époque montrait qu'il y avait eu une surdité, enfin, pardon, une perte d'audition transitoire qui a été récupérée ensuite. Sur le plan moteur, il a commencé à marcher vers 12 mois. Il n'y a pas eu de difficulté franche sur ce plan-là, ni dans les premières interactions sociales, avec des regards qui étaient présents, sourire, qui aimait venir chercher ses parents pour montrer ce qu'il faisait, partager ce qu'il faisait, qui cherchait la communication. Et en revanche, c'est quand il a commencé à rentrer dans la scolarité, dans la collectivité, que sont marqués en fait des décalages progressifs dans tout ce qui était interaction sociale d'une part, avec un certain isolement, une difficulté à créer des relations soutenues dans la durée, et puis sur le plan moteur, psychomoteur, une grande difficulté à se repérer dans le temps, dans l'espace, un déséquilibre, une démarche un peu gauche, et des difficultés graphiques. Sur le plan clinique, je vais présenter... ça va être un peu fouillis peut-être, mais j'ai essayé de cibler les différentes dimensions cliniques qui ressortaient du dossier quand il était venu à l'âge de 7 ans. Alors, en premier, sur le plan émotionnel, une dysrégulation sur le plan affectif, avec beaucoup de manifestations anxieuses. C'était un petit garçon qui était facilement triste, qui s'effondrait très vite. Plusieurs mois avant qu'il vienne à cette évaluation, il avait perdu son chat, et c'est quelque chose dont il parlait tout le temps, en souhaitant pouvoir mourir lui aussi pour pouvoir rejoindre son chat. C'était des choses qui revenaient beaucoup dans son discours, avec beaucoup de tristesse. À côté de ça, des éléments anxieux très forts, avec l'impossibilité de prendre les ascenseurs, des sélections alimentaires très figées depuis l'âge de 20 mois, où il mangeait que certaines choses, des féculents, du poulet, des sélections très figées comme ça. Et il pouvait présenter des réactions en fait assez désorganisées dès qu'on le contraignait à quelque chose. Ses parents décrivaient des crises très bruyantes où il pouvait se rouler par terre, crier, pleurer, en fait des crises qui ne cédaient que lorsque eux-mêmes cédaient sur ce qu'ils voulaient qu'ils fassent. Il présentait aussi des troubles du sommeil avec beaucoup d'angoisse surtout le soir. Au niveau des interactions sociales, j'en ai un petit peu parlé déjà, mais quand il est arrivé, il a commencé en maternelle et ça a perduré en CP sur plusieurs années de primaire. Un petit garçon qui avait envie d'aller vers les autres, de communiquer, mais qui n'arrivait pas à vraiment créer des relations durables. Il était assez maladroit, très naïf, il se faisait facilement avoir. Et parce qu'on le verra après un peu plus loin, il avait des centres d'intérêt qui étaient différents de ceux des autres enfants, qu'il n'arrivait pas à partager. Il se retrouvait facilement isolé. Pendant la primaire et aussi au collège, c'est un garçon qui a été facilement victimisé, pris à partie par les autres. Au niveau de la pensée, il avait un discours qui était parfois difficile à suivre, qui n'était pas toujours très rationnel, avec beaucoup d'imagination, beaucoup de scénarios, qui n'étaient pas toujours bien différenciés de ce qui était la réalité. Quand il était en
toujours en primaire, il rapportait avoir entendu des voix, et effectivement son AVS rapportait que elle pouvait le remarquer qu'il communiquait avec des voix. Il rapportait aussi des bruits qu'il entendait, pas uniquement le soir, mais ça pouvait être en journée. Et au niveau des thématiques qui revenaient régulièrement, c'était toujours, voilà, bien souvent, en dehors de ces centres d'intérêt particuliers, autour de la mort. Voilà. Donc un petit garçon qui depuis toujours a présenté des comportements, certains comportements répétitifs, pas hyper étendus, enfin pas tant envahissants, mais par exemple le soir il avait certains rituels où il avait des collections de jouets en fait qu'il alignait tous les soirs d'une certaine façon. Et à côté de ça, dans ces centres d'intérêt, des thématiques qui revenaient, qui prenaient 90% de son temps, de son occupation, et qui ont bougé au fur et à mesure du temps. Donc initialement les dinosaures, puis ça a été l'anatomie du corps humain. Ses parents devaient lui acheter des manuels d'anatomie, enfin ça c'est quand il avait 7-8 ans, il recopiait et il refaisait lui-même ses propres manuels voilà, d'anatomie. Ensuite ça a été sa période insecte, et puis il y a toujours eu cette histoire avec les cimetières, quand les parents se baladent, on passe devant un cimetière, ils demandent à aller voir, et quand ils rentrent à la maison avec ces capes-là, ils reconstituaient de mémoire le cimetière en fait, voilà, l'organisation, ils se le représentaient. À l'époque, les parents disaient, donc toujours 7-8 ans, qu'il avait une connaissance très étendue de tous ces domaines-là. Donc connaître tous les dinosaures, s'intéresser aux théories de disparition, etc. Et à côté de ça, il n'était pas capable de reconnaître des membres de sa famille un peu plus élargis au niveau des grands-parents, par exemple. Voilà. Et enfin, il y avait sur le plan comportemental cette instabilité psychomotrice qui apparaissait préférentiellement à l'école, parce que les parents à la maison, ils décrivent plutôt un petit garçon qui était dans son monde, plutôt très calme, et c'est à l'école en fait qu'apparaissait préférentiellement cette labilité de l'attention et ce besoin de bouger. Alors là, je voulu zoomer, mais non, on y voit bien. C'est des dessins qui ont été faits exactement au même âge, à l'âge de 7 ans, sur ses premières consultations. Et sur la partie droite, en fait, c'est ce qui concerne ses centres d'intérêt, et donc il va reproduire voilà, un squelette humain. Si on compte les phalanges aux pieds, elles y sont toutes. Le squelette du dinosaure, le crâne est super bien fait. En bas, c'est des insectes, donc il présentait à la psychologue qui faisait passer les échelles qu'on va voir après, et il fallait que la psychologue nomme tous les insectes, enfin les différentes sortes. Et à côté de ça, quand il faisait des dessins libres, on le voit en haut à gauche, c'est beaucoup moins bien organisé, il n'y a pas de forme humaine, voilà. Donc c'est cette différence. Alors, on le verra après, mais les évaluations ne sont pas complètes, on pourra penser à d'autres. À l'époque, en fait, il avait fait surtout des évaluations neuropsychologiques avec un QI et puis un test attentionnel. Sur le QI, ce qu'on voit, c'est que au niveau verbal, finalement, malgré le retard de langage qu'il a eu, il s'est plutôt bien rattrapé. Il avait commencé l'orthophonie en maternelle, hein. Donc là, il est en fin de CP et les notes sont dans la moyenne. Pareil au niveau du raisonnement perceptif. Et en revanche, sur mémoire de travail, il est chuté à mémoire des chiffres, à séquence lettres chiffres, et ça se retrouve sur l'AQI-TAP, le test attentionnel qui a été fait, où on retrouvait un déficit en attention soutenue et en flexibilité mentale. Et alors, pendant la passation, les deux psychologues qui ont fait ces tests avaient du mal à trancher sur une part cognitive pure à un déficit de l'attention, et notaient que pendant tout l'entretien, les résultats avaient été impactés par une part psycho-affective, avec beaucoup d'anxiété chez ce petit garçon qui vérifiait beaucoup ses réponses, qui se dévalorisait, se décourageait très facilement, et qui avait du mal à rester concentré sur les questions de l'évaluation pure, et qui repartait, qui amenait son histoire de chat mort auquel il pensait toujours, enfin, voilà, toujours des thématiques comme ça, au-delà de ses centres d'intérêt à lui. Alors, pour une échelle plus spécifique de l'autisme sur l'ADI, finalement, les aires, il n'y a que 2 aires qui sont au-dessus des seuils, celles des comportements restreints, répétitifs et stéréotypés, et puis des anomalies du développement avant l'âge de 3 ans du fait du retard de langage. Alors, on verra dans la vidéo qui vient ensuite ce qu'il est devenu à l'âge de 15 ans, et puis il va raconter un petit peu son parcours. Mais ce que je trouvais intéressant dans cette situation, c'était
d'une part la discussion diagnostique qui avait pu se poser à l'époque, et puis d'autre part tout ce qui est en se positionnant d'un point de vue plus neurodéveloppemental, diachronique, voir un peu la trajectoire évolutive de cet enfant. Alors au tenter de la première évaluation, l'évaluation initiale, quand j'ai ressorti toute la multitude des différentes dimensions cliniques, on pouvait soit imaginer cette mosaïque de comorbidité avec un TDAH associé à un trouble anxieux, associé à un retard de langage, etc. Ou se positionner sur plutôt un trouble du spectre autistique léger qui peut avoir toutes ces dimensions-là. Et voir aussi sur un plan... ça permettait aussi de voir comment des anomalies développementales dans les différentes lignées fonctionnelles, qu'elles soient émotionnelles, relationnelles ou cognitives, sont interdépendantes les unes des autres, évoluent dynamiquement et peuvent avoir un retentissement dans la construction de la personnalité de l'enfant avec l'âge. On pouvait se poser la question aussi de, comme tu l'as dit Hugo, un retard de langage qui peut impacter sur la socialisation, sur l'entrée dans les apprentissages, provoquer cette instabilité, l'agitation qu'il y avait en classe, et par là en fait générer une forte anxiété, une perte de confiance en soi, etc. Voilà. Je vous présenterai cet adolescent qui a plutôt bien évolué, mais c'est vrai que sur ce plan neurodéveloppemental, on peut se demander comment la trajectoire évolutive peut se faire, soit sur une fixation pathologique de certains déséquilibres, d'anomalies développementales précoces, soit au contraire qu'il y ait des réajustements qui soient possibles en fonction des stratégies de compensation que peut trouver l'enfant ou son environnement familial, social ou scolaire. Alors, justement, au niveau des ajustements qu'a pu proposer l'environnement, c'était d'une part sur le plan scolaire, il a eu une AVS dès le CE1 avec un tiers-temps, et aujourd'hui il est en seconde. Il a eu une prise en charge en fait en institution, en CMPP, en rééducation orthophonique et surtout un suivi pédopsychiatrique et psychothérapique très rapproché. Et à l'âge de 8 ans, l'instauration d'un traitement par risperidone qui avait été choisi parce que les angoisses qu'il avait étaient telles que très invalidantes sur le plan de l'autonomie, pour aller à l'école, pour le sommeil et surtout cette dispersion dans l'imaginaire. Le médicament, ce Risperdal, il l'a encore à l'âge de 15 ans, mais tout au long de son histoire, il y a des fenêtres thérapeutiques qui ont été essayées avec des décroissances, et à chaque fois, il y avait une recrudescence de cette symptomatologie-là, à nouveau invalidante. Et donc, on revenait à ce médicament-là, qui apportait finalement un apaisement sur le plan de l'instabilité motrice, mais aussi psychique. Il avait des tics, j'en ai pas parlé, mais ça a amélioré les tics. Et en fait aussi une meilleure attention finalement en classe. Alors, sur le plan évolutif, donc maintenant il a 15 ans, il est en seconde. Alors c'est vrai qu'il reste toujours des éléments d'ordre affectif avec un manque de confiance en lui. Il peut facilement, quand on suit les différentes consultations, il y a plusieurs périodes de tristesse où il se dévalorise beaucoup, il a conscience de son décalage vis-à-vis des autres, une conscience assez douloureuse de ça, plus toujours des éléments d'anxiété sociale assez forte, avec, il le dira dans la vidéo, mais donc il a été pas mal victimisé quand il était petit, et de là il a, alors soit c'est l'un soit c'est l'autre, mais il a nourri un sentiment d'hostilité de l'environnement. Il va raconter que pendant une période en fin de primaire, on avait dû instaurer des transports en taxi pour qu'il puisse continuer à aller à l'école, parce qu'il avait trop peur de passer devant, d'être dans la rue, même accompagné par ses parents. Alors il a toujours aussi une certaine intolérance à tout ce qui est changement, nouveauté. Il va en parler aussi dans la vidéo, mais s'il doit se rendre à un nouvel endroit, en fait, il faut qu'il répète, accompagné, puis pour pouvoir après le faire seul. Il va dire aussi qu'il ne prend toujours pas le métro. Voilà. Et puis sur le plan alimentaire, il mange toujours la même chose que quand il était petit. La maman va le raconter, mais à la maison, en fait, pour qu'ils puissent tous se manger, la maman faisait double repas, double menu, et à l'école aussi, il avait ses paniers repas finalement.
Par rapport sur le plan social, en fait, il est beaucoup mieux intégré. Il a des amis de son âge. Je l'ai peu dit, mais quand il était venu sur ses premières évaluations en primaire, donc une grande difficulté à socialiser avec ses pairs, alors que de très bons contacts avec des plus âgés ou des adultes. Le clinicien notait que voilà, c'était un petit garçon qui avait l'air très agréable en entretien, qui recherche la communication, envie de montrer, de discuter, de partager. Et surtout, il n'était pas tant envahi par ses centres d'intérêt à lui, et il pouvait parler d'autre chose. Aujourd'hui, finalement, il a donc des amis de son âge. On va le voir dans la vidéo, mais il a du second degré, il peut ironiser. Il va raconter que c'était quelque chose qu'il ne comprenait pas du tout quand il était en primaire, l'humour, et surtout les intentions des autres. Il va dire, mais je ne comprenais pas du tout à quoi jouaient les autres vis-à-vis de moi, s'ils étaient en train de se ficher de moi ou pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai intégré. Et donc il s'est mis à faire de la musique, il joue de la guitare. Je l'ai coupé au montage, mais il raconte que voilà, ils font des reprises de Nirvana, de Iron Maiden, de Jimi Hendrix, et il en est vraiment très heureux. Et enfin, sur la dernière dimension qui avait inquiété, préoccupé le clinicien à l'époque, il y a quand même un bien meilleur rapport à la réalité. Il raconte dans la vidéo qu'il a toujours des échappements où il se fait des films. Il va raconter que souvent les scénarios qui reviennent, c'est qu'il est sur un champ de bataille, il faut survivre, mais maintenant c'est plus du tout quelque chose de confus ou de poreux par rapport à la réalité.